C'est l'histoire d'un prodige, un génie des temps modernes, qui a réussi à la fois à être le pire ennemi de Steve Jobs, à se faire attaquer en justice par Sony et PlayStation, à faire un pari de 12 millions de dollars directement avec le PDG de Tesla, tout ça pour juste après lancer une entreprise qui va leur faire la compétition. Ce génie, il s'appelle George Hotz, plus connu sous le nom de Geo Hot, et son histoire commence en 2007. C'est l'été 2007 et George il vient tout juste de finir le lycée et sa copine vient le larguer. Et donc pendant tout l'été, il se fait chier, il a rien à faire. Mais 2007, c'est aussi le lancement du tout premier iPhone annoncé en grande pompe par Steve Jobs à l'époque. Et ce téléphone, il est lancé en exclusivité avec le plus gros opérateur téléphonique américain qui s'appelle AT&T. Et George, lui, il aime bien la technologie, tout ça. L'iPhone, ça le tente bien, sauf qu'il est pas chez AT&T. Son opérateur, il est chez Verizon. Donc, ça le fait un petit peu chier. Et donc, il va se procurer un iPhone et il va commencer à bidouiller. Pendant des jours, pendant des semaines, il va se renseigner sur des forums un petit peu underground, à essayer de récupérer des informations à droite à gauche pour comprendre comment l'iPhone fonctionne et comment ça se fait qu'il est bloqué sur l'opérateur AT&T. Et surtout, est-ce que c'est possible pour lui de le débloquer pour pouvoir l'utiliser avec sa carte SIM Verizon. Et donc il fouille pendant des jours, il sort son fer à souder, il démonte l'iPhone, il branche des trucs à l'intérieur pour essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et jusqu'à un moment, il se rend compte de quelque chose. Le baseband, c'est la puce qui gère le réseau téléphonique dans le téléphone. Elle accède à une puce de mémoire pour récupérer son code qui va lui permettre de vérifier si elle est bien sur le bon réseau, en l'occurrence le réseau d'AT&T. Sauf que George, à force de trifouiller dans le téléphone, il a remarqué quelque chose. C'est qu'en fait cette puce, quand elle va aller regarder en mémoire, si jamais elle n'arrive pas à accéder à la puce de mémoire, elle va juste laisser tomber et se dire « Oh bon, il y a un problème avec la mémoire, on va passer à l'étape suivante. » Et donc ça lui donne une idée. Si je soude des fils sur cette puce et que je fais en sorte qu'elle n'arrive plus du tout à communiquer avec la mémoire, pendant le moment précis où elle essaye de vérifier si on est sur le bon réseau, eh bien la puce va juste passer à la suite et démarrer même si elle est sur un autre réseau. Et c'est à ce moment-là que, à 17 ans, George devient la première personne au monde à avoir réussi à débloquer l'iPhone. À ce moment-là, Steve Jobs, ça l'arrange pas parce qu'il avait passé un deal avec AT&T pour pouvoir avoir l'iPhone en exclusivité sur leur réseau. Donc il a touché beaucoup d'argent pour ça. Sauf que George, il va pas s'arrêter là. Il va être aussi la première personne à jailbreaker l'iPhone. C'est-à-dire trouver une faille dans le système d'exploitation de l'iPhone pour pouvoir prendre le contrôle complet et puis faire tout ce qu'il veut. C'est là qu'on voit arriver Cydia, qui est un App Store alternatif qui permet d'installer tout ce qu'on veut, modifier l'OS, modifier les applications et faire tout ce qu'on peut imaginer avec un iPhone jailbreaké. Et pour la petite anecdote, le premier iPhone qui a été débloqué, George a essayé de le mettre en vente sur eBay pour finalement l'échanger contre une Nissan 350Z qui coûte un peu plus de 20 000 $, plus 3 nouvelles iPhones non débloqués. Et donc ce déblocage d'iPhone, à la base, c'est principalement quelque chose de hardware. Parce que George, à la base, il aime bien l'électronique, bidouiller, les fers à souder, etc. Par contre, le code, il connaît pas encore trop. Il a fait un petit peu de code pour que ça fonctionne, mais de son propre aveu, c'est un petit peu éclaté. Et grâce à cette petite popularité, ça lui permet, l'année suivante, d'avoir un stage chez Google. Et c'est là où il va apprendre à vraiment bien coder. Et il va travailler sur Street View, sur le logiciel qui gère toutes les caméras qui prennent les photos, tout en continuant de sortir tous les ans des nouveaux jailbreaks. C'est lui qui a été aussi le premier à sortir le jailbreak pour l'iPad. Et pendant 3 ans, à chaque fois, Apple va corriger les failles et lui va revenir derrière pour rehacker l'iPhone, rehacker l'iPad, rehacker l'iPod. Et en 2010, les histoires de jailbreak, ça commence un petit peu à le saouler parce qu'il y a des gens qui commencent à prendre ces jailbreaks pour essayer de les revendre alors que lui, il l'a donné gratuitement et ça le fait chier un petit peu. Donc, il va changer de victime, heureusement pour Apple, et il va commencer à s'intéresser à la PlayStation 3 de Sony. Et la PlayStation 3, elle est sortie en 2006 et ça fait déjà 4 ans que les plus grands hackers du monde entier s'arrachent les cheveux pour essayer de jailbreaker la PlayStation pour pouvoir lancer les applications qu'ils veulent ou pouvoir jouer à des jeux gravés ou des trucs comme ça. Mais personne n'a réussi. Et donc en janvier, George, il s'enferme dans sa chambre. Clac, clac, il se dit, la PlayStation, c'est pour moi, vous inquiétez pas les gars, on va s'en occuper. Et donc il essaye de savoir comment fonctionne en détail la PlayStation et essayer toutes les façons possibles de pouvoir la hacker, pouvoir prendre le contrôle de la PlayStation. Jusqu'à ce qu'à un moment, il remarque que les ingénieurs de la PlayStation, ils ont développé une petite clé USB qui peuvent brancher dans le port USB et qui permet de débugger la PlayStation quand elle crache, quand elle a des problèmes. C'est vraiment quelque chose pour pouvoir faire du support. Donc ça permet pas du tout de hacker la PlayStation, mais il se dit peut-être qu'avec cette fonctionnalité de la PlayStation, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc il crée une espèce de clé USB qui branche dans la PlayStation. Et en fait, cette clé USB, la PlayStation, elle le détecte comme un port USB de 6 ports.
Jusque-là, rien de très spécial. Sa clé magique, elle va faire croire à la PlayStation qu'on a branché une première clé USB parfaitement normale dans le premier port. Cette première clé USB, elle contient le code qui va permettre de hacker la PlayStation. Sauf que la PlayStation, elle va jamais exécuter ce code-là. Dans le deuxième port du hub USB virtuel, la petite clé magique, elle va faire croire qu'on a mis une clé USB, normale aussi, sauf que son identifiant est super long. Il est tellement long que ça va écraser une partie de la mémoire dans la PlayStation. Et dans les ports USB virtuels suivants, il va faire croire à la PlayStation qu'on a inséré la fameuse clé de debug que les ingénieurs de Sony avaient prévu. Et quand la PlayStation détecte cette clé-là, elle va lancer un programme spécial pour pouvoir débugger la PlayStation. Sauf que la mémoire qu'elle devait utiliser pour faire ça, elle est complètement écrasée par ce qu'on avait mis en identifiant dans la deuxième clé USB. Et c'est là que, boum, la mémoire qui a été écrasée, elle contient un petit bout de code qui va aller chercher le programme qui est dans la première clé USB pour pouvoir lancer l'exploit complet et pouvoir complètement prendre le contrôle de la PlayStation. Et donc maintenant qu'il a le contrôle, il a facilement pu récupérer les clés de chiffrement de Sony qui étaient dans chaque PlayStation, qui permettent de déchiffrer les Blu-ray, de pouvoir jouer à n'importe quel jeu ou copie de jeu, ou de pouvoir même lancer n'importe quel programme sur la PlayStation, même si c'est pas un programme officiel. Évidemment, Sony, ils sont pas du tout contents, parce qu'ils pensaient avoir trouvé le Graal, avoir trouvé la forteresse parfaite pour la PlayStation, mais en l'espace de quelques semaines, George Hott, bam, il a hacké leur sécurité, et il a révélé à tout le monde la clé de sécurité qui permettait de pas graver les jeux, quoi. Donc Sony, ils perdent pas de temps, et il attaque en justice pour plein de chefs d'accusation différentes, violation de propriété intellectuelle, etc., etc. Et George, au lieu d'être paniqué, lui, ça le fait un petit peu rire. Il se balade dans tous les médias pour aller se foutre de la gueule de Sony. Il va même jusqu'à faire un clip de rap sous le nom de Tom Cruise pour dénoncer le fait que Sony ne laisse pas les utilisateurs faire ce qu'ils veulent avec leur PlayStation. Yo, it's Geohot. I'm getting sued by Sony. Et quelques mois après, l'attaque en justice est résolue à l'amiable. Sony laisse tomber l'attaque en justice et George doit promettre de ne plus jamais s'attaquer aux produits de Sony. À partir de là, George, ça commence un petit peu à être une star dans le milieu du développement, du hacking, etc. Et donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Et donc il commence à aller quelques mois chez Facebook pour pouvoir apprendre un petit peu. À l'époque, Facebook, c'était encore une compagnie un petit peu cool. Quelques mois après, il retourne chez Google pour pouvoir continuer à développer. Cette fois-ci, il est dans la division qui s'appelle Projet Zero. C'est une division sécurité offensive de Google qui va chercher des failles de sécurité dans plein de logiciels différents. Et donc à ce moment-là, après avoir été un petit peu partout à droite à gauche, il commence à être très bon en développement. Et donc il se dit, maintenant, ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle commence à devenir vraiment très populaire. Il y a des très grosses percées dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Et George, il se dit, ça, c'est vraiment le futur, il faut absolument que je fasse ça. Et donc il retourne à l'école, il s'inscrit dans une université, juste pour pouvoir avoir accès à toutes les dernières recherches universitaires sur l'intelligence artificielle. Et il lit, il absorbe toutes les dernières recherches sur l'intelligence artificielle. Et après avoir emmagasiné toute cette connaissance théorique, il se dit, bon maintenant, je vais aller dans les entreprises parce que c'est là-bas aussi où la recherche est poussée à l'extrême. Et donc il fait le grand tour, Google, Facebook, SpaceX, toutes les entreprises qui font de la recherche dans l'intelligence artificielle très poussée. Il va faire quelques mois là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent. Et très rapidement, il réalise que en fait, je connais tout. J'ai regardé toutes les recherches universitaires, j'ai été dans les entreprises les plus au top en AI, et ce qu'ils font, ça me paraît simple, ça me paraît facile, je comprends tout ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'il est au top du top de l'intelligence artificielle. Et jusqu'à même aujourd'hui, un des plus gros défis en intelligence artificielle, c'est la conduite autonome, les voitures qui peuvent conduire toutes seules. Et ça tombe bien, parce que pile à ce moment-là, chez Tesla, Elon Musk, il a un très gros problème. Les Tesla, pour pouvoir se conduire toutes seules, elles utilisent des caméras d'une compagnie qui s'appelle Mobileye, qui sont utilisées à la base juste pour détecter les lignes sur la route, sur l'autoroute. Sauf que Tesla, ils l'utilisent pour faire bien plus que ça, pour que leur voiture puisse conduire toute seule. Et Mobileye, ils sont pas chauds. Nous, notre truc, c'était pas fait pour faire ça à la base, donc à partir de maintenant, Tesla, vous avez plus le droit d'utiliser notre caméra. Là, Tesla, ça les fait un petit peu chier. Parce qu'Elon Musk, tous les ans, il promet que le self-driving, ça va être résolu à la fin de l'année. Donc là, ça lui met une grosse épine dans le pied parce que il va devoir recoder de zéro tout ce qu'il faisait avec les caméras de Mobileye. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire un meeting avec George. Il va lui expliquer son problème et George, très sûr de lui, très au calme, il va lui dire « Ton problème de Mobileye, tes centaines d'employés qui travaillent sur l'AI, sur ta voiture pour qu'elle se conduise toute seule, c'est de la merde. Moi, je peux le faire tout seul. En moins d'un mois, je te fais ça nickel. » Et donc Elon Musk, il le prend au mot et il lui dit « Ok, je vais faire un pari avec toi. Je te donne 12 millions de dollars si tu arrives à me livrer un système qui fait exactement la même chose que ce que faisait Mobileye. Je te donne 12 millions de dollars si tu me le livres ce mois-ci et à chaque mois de retard, j'enlève 1 million. » George, j'ai réfléchi, il se dit « Bon, moi, je pense que je peux faire ça 1 mois, 2 mois max. Et même si ça me prend 10 mois, je fais 2 millions easy, tu vois. » Et donc il retourne voir Elon pour pouvoir accepter le deal, sauf qu'à ce moment-là, Elon Musk il commence à se rétracter un petit peu et à dire bon ouais pour le deal, mais au final si j'ai plus besoin du produit au moment où tu me le donnes, et bah je me réserve le droit de pas te donner l'argent. Là George,
il l'a un petit peu en travers de la gorge. Il dit comme, tu te fous de ma gueule, tu crois que je vais travailler 6 mois pour qu'au final tu me dises, ouais, finalement j'en ai plus besoin. Il se dit, ok, tu sais quoi, ton pari, je m'en bats les couilles. Je vais créer ma propre entreprise de conduite autonome. Elle va être largement meilleure que les trucs de merde que vous faites à Tesla. Et vous allez être obligé de me racheter dans un an à 1 milliard de dollars au lieu de 12 millions. Et une fois de plus, il va s'enfermer dans son garage, il va s'acheter une voiture et il va passer des semaines à la bidouiller, à essayer de la décortiquer pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Les voitures récentes, elles ont presque toute la possibilité de pouvoir tourner le volant ou appuyer sur la pédale de gaz, mais de manière logicielle. Et donc George, il va essayer de comprendre comment fonctionne ce protocole, reverse engineer sa voiture, que son programme soit capable d'accélérer, freiner et tourner le volant. Ensuite, il va conduire pendant 10 heures comme ça sur l'autoroute. Et avec un petit ordi qu'il a installé dans sa voiture et un petit téléphone pour filmer la route, il va enregistrer comme ça 10 heures de conduite. Et en rentrant chez lui, il va utiliser ces 10 heures de conduite pour entraîner une intelligence artificielle, un réseau de neurones, qui va ensuite regarder pour chaque image qu'est-ce que le chauffeur a fait. Donc pour cette image-là, est-ce que le chauffeur a tourné le volant un petit peu à droite, est-ce qu'il a accéléré, est-ce qu'il a freiné? Et elle va s'entraîner petit à petit jusqu'à être capable de pouvoir prédire qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de ce qu'on voit via la caméra. Et ça, c'est une approche un petit peu différente de ce que font toutes les autres entreprises qui essayent de faire fonctionner une voiture autonome, comme chez Tesla par exemple, où eux aussi vont utiliser du machine learning pour apprendre, sauf que ça va être beaucoup plus spécifique. Ils vont faire une IA qui va détecter les panneaux stop, une IA qui va détecter les voitures, une IA qui va détecter les lignes sur la route. Ils vont faire plein d'IA différentes et très spécifiques à quelque chose. Ensuite, ils vont avoir des règles un petit peu plus strictes, un petit peu plus codées à la main, qui vont dire, bon bah quand il y a un panneau là, on va faire ça, quand il y a un tournant à droite, on va tourner à droite, etc. Et avec cette technique, après quelques semaines de bidouillage, il annonce en grande pompe à la télévision qu'il crée sa nouvelle compagnie qu'il appelle Comma AI, Comma pour virgule. Et il fait même une démonstration live à un journaliste qui lui demande ça fait combien de temps que ton système marche? Et il lui dit bah en fait je savais pas, je viens d'essayer la première fois avec toi ce matin. Donc le mec était quand même assez confiant. Et son système il fonctionne à peu près, du moins ça fonctionne sur l'autoroute, ça arrive à rester sur la même ligne. Dans les Tesla il y a genre 10 caméras, un double super méga ordinateur, etc. Lui il utilise simplement un smartphone, et même pas un smartphone récent, un vieux HTC de il y a 4-5 ans, qui filme avec une seule caméra, simplement le devant de la route, et qui arrive à suivre la route sur l'autoroute. Donc évidemment ça n'a pas les mêmes performances que le logiciel de Tesla, mais c'est largement plus performant que tous les autres systèmes des autres constructeurs, et il vend son système pour 1000 $, où tu peux accrocher le téléphone à ton pare-brise, et puis ta voiture elle conduit toute seule. Et le gros avantage de son système, c'est qu'il marche sur n'importe quelle voiture récente, où tu prends son petit téléphone Android, que tu accroches derrière ton rétroviseur, et ta voiture, magiquement, elle peut conduire toute seule. Et donc finalement, faire un système pour qu'une voiture conduise toute seule, ça prend pas mal plus de temps que ce qu'il avait pensé au début, même si au début, il avait prévu de juste remplacer le système qui détecte les lignes. Et depuis, il continue de travailler à Comma, ils ont à peu près une vingtaine d'employés. Ils n'utilisent plus le vieux HTC à l'arrache, ils ont maintenant un produit un petit peu plus clean, un petit peu plus performant qu'avant. Et George, il pense que Tesla vont bien être les premiers à avoir une voiture qui conduit tout seul parce qu'ils ont un énorme avantage, ils ont bien plus de données, des bien meilleurs ingénieurs, etc. Il pense que eux seront les deuxièmes. Tesla sera un petit peu l'iPhone des voitures et lui il espère être l'Android des voitures qui se conduisent toutes seules et son système pourra être utilisé par plein de fabricants différents. J'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. De mon côté, je viens de sortir un tout nouveau cours sur Bash. Bash, c'est évidemment utilisé dans la ligne de commande, mais aussi pour faire des scripts pour pouvoir automatiser plein de choses. C'est utilisé aussi pour faire de l'intégration continue, pour créer des conteneurs Docker. Bref, c'est ultra méga utile. Je vous laisse le lien dans la description.